Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous saluer à l'occasion de ce 15e épisode déjà de notre cycle de conférence Curse of Knowledge, qui, comme vous le savez déjà, est en partenariat un partenariat de l'Institut français de Russie avec le laboratoire des nouveaux médias du théâtre Alexandrinsky et de la galerie Diasnata Gankier, dont je salue nos deux interlocuteurs, Anton Yarontov et Andrei Bartieniev. Bonsoir à tous les deux. Alors, le mois de mai est traditionnellement le mois des arts sonores pour l'Institut français de Russie, et plus largement, si je puis dire, à Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si on a l'impression que l'arrivée des premières journées du vrai printemps tant attendu ici à Saint-Pétersbourg amplifie la voix, ou plutôt les voix de la ville. Tout le charivari d'une grande métropole, le crissement des pneus, les klaxons, mais aussi les musiciens des rues, les cris, les rires, les chants des oiseaux. Tout ça arrive. Et malgré les temps difficiles de la pandémie, les concerts se multiplient et les gros festivals de l'été recommencent. Et ces vrais concerts, si je puis dire en chair et en os, sont attendus avec la même impatience que le soleil et le printemps. En ce qui concerne notre programmation, j'ai le plaisir, donc celle de l'Institut français de Russie, j'ai le plaisir d'annoncer au public pétersbourgeois que le Festival des musiques contemporaines, remusic.org, revêtira cette année des couleurs françaises. Il ouvrira le 20 mai dans la salle de concert du théâtre Mariinsky par un concert de l'ensemble français Diotima et finira le 31 mai par le concert du collectif C'est Barré. Voilà en ce qui concerne les petites annonces de l'Institut français. Mais revenons à cette soirée. En attendant, nous continuons nos rendez-vous hebdomadaires en ligne, et j'ai le plaisir ce soir de vous présenter aujourd'hui Gaëtan Gromer. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Alors Gaëtan Gromer est compositeur de musique contemporaine de Strasbourg. Il a écrit plus de 300 compositions, des pièces mixtes, instruments et avec voix plus électronique, ou électronique seule. La matière première de la partie électronique est toujours composée de sons concrets captés en direct ou issus de ce qu'on peut appeler en bon anglais et en mauvais français field recordings. C'est un créateur touche à tout, inspiré, qui aime travailler avec des artistes d'horizons différents, provenant soit de la danse, du théâtre, de l'audiovisuel, des arts plastiques et même des arts numériques. Une démarche d'ailleurs qui l'a amené à cofonder le collectif Les Ensembles 2.2, projet pluridisciplinaire qui fait dialoguer art sonore et nouvelles technologies et qui crée des interactions libres entre le son et les espaces, le temps, les mouvements, les formes. Gaëtan Gromer interroge l'impact social et environnemental des technologies, le discours politique technocentrique et la fabrication de l'information. Il utilise principalement l'étonnant pouvoir de suggestion et d'immersion du sonore pour livrer un regard sur le monde, un point d'ouïe, si je puis dire, particulier pour parler en fait, pour dire avec le son. Comme par exemple dans son installation Scintillement, le public plongé dans le noir écoute l'enregistrement des glaciers islandais et des flashs de lumière créent un beau rythme lumineux dans la salle tout en représentant la perte définitive pour la planète du volume de glace équivalent au volume de la pièce dans laquelle l'œuvre est exposée. Ou bien encore, comme dans ces projets liés au smartphone par exemple et aux possibilités qu'il offre, notamment dans l'espace public, via la littérature interactive. Voilà, impatient de connaître plus sur ces projets passionnants, je laisse la parole à nos deux modérateurs de notre rencontre habituelle, Anton Yarontov et Andrei Bartieniev, et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir Pascal, bonsoir Gaëtan, salut Andrei, salut à notre public en ligne, salut à tous ceux qui sont dans le théâtre Alexandrinsky. J'espère que vous m'entendez bien, sinon faites-moi signe. Je vous rappelle que effectivement, c'est notre projet
de partenariat entre le laboratoire des nouveaux médias, l'Institut français et la galerie здесь на Таганке. Et puis, on invite les artistes. Les artistes, chaque semaine, ils sont nouveaux, ils sont présents, ils sont très intéressants. On avait aussi des producteurs et j'espère que pour quelques fois à venir, on invitera plus de producteurs puisqu'en fait, on voudrait vous donner le panorama complet du monde de l'art contemporain. Et c'est une structure biologique complexe qui est en permanente évolution. Et donc, on doit représenter tous les côtés de cet univers. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter la rencontre en français sur Facebook, sur VK. Vous trouverez la version russe. Merci pour l'interprétation à l'Institut français. À la fin, vous pouvez toujours regarder nos enregistrements sur les mêmes adresses ou bien sur YouTube où on les poste également. Donc, ce soir, quoique ce soit la 15e édition, c'est la première fois que l'on s'approche d'une nouvelle profession et d'un nouveau type d'art qui est l'art sonore, sound art. C'est curieux d'ailleurs que l'on m'a dit qu'en tant que compositeur dans les titres russes et en tant qu'artiste sonore dans les titres français. Et aujourd'hui, on a déjà touché à ce sujet avec Gaëtan et Gaëtan a dit qu'il avait commencé en tant que compositeur. Ensuite, il est devenu un artiste sonore tout en continuant à être compositeur. Donc, cette terminologie nous est pour l'instant inconnue et je crois quand même que l'artiste sonore et le compositeur, ce sont deux choses différentes, quoiqu'ils puissent appartenir au même champ de phénomène. Pour moi, personnellement, ce sujet est très intéressant puisque pendant 7 ans de ma vie, comme mon cœur a voulu, j'ai vraiment consacré cette période au sound art, à l'art sonore. En tant que phénomène global, je voulais que ce phénomène se transplante sur le sol russe, qu'il s'enracine dans la pratique russe. En fait, pour moi, c'est un terme tout à fait nouveau et assez résistant, si on peut le dire. Ça veut dire que, par exemple, on peut catégoriser certaines choses. On peut dire que A est un A, on peut dire que A n'est pas un B. Et donc, pour moi, l'art sonore, c'est vraiment la deuxième version. C'est la version que l'on fonde, que l'on justifie par rapport au contraire. Quand le B est trop connu déjà, c'est très facile de définir le A par rapport à ce B. Donc, l'art sonore, c'est quelque chose qui n'est pas toute une variété d'autres phénomènes. Le terme est apparu au début du XXe siècle en tant que réaction aux tendances conservatrices des institutions musicales et des cercles supérieurs dans le domaine de la musique. Il y a toujours ceux qui règnent, ceux qui veulent rester sur la scène sans voir les acquis et les nouveautés de nouveaux compositeurs. Donc, ça a commencé par l'art des bruits, je crois. C'était déjà une amplification de l'univers musical qui était assez étroit. C'était le futuriste russe, d'ailleurs, Nikolai Kulbin, qui a proposé un terme que je trouve magnifique, le terme de artiste de la musique libre. Je trouve que c'est génial et ceci est déjà proche au terme artiste sonore, puisque le mot artiste est déjà là. Ensuite, les années 30 et 40, c'est Edgar Vargas et John Cage, donc ceux qui ne faisaient pas partie des institutions dans le domaine de la musique, ceux qui n'étaient pas appréciés ni acceptés. Et eux, ils utilisaient le terme d'organisation sonore. Cage disait, par exemple, si vous n'aimez pas, si vous ne m'aimez pas, si vous ne pouvez pas me percevoir en tant que musicien, pensez à moi en tant qu'un organisateur sonore de l'espace. Donc, l'histoire de la différente terminologie est longue et je crois que les 5 minutes que j'ai ne sont pas suffisantes pour énumérer tous les termes possibles et l'évolution de ces termes. À la fin des années 70, au début des années 80, il y avait un compositeur, Trevor Richard, de la Grande-Bretagne, qui s'est avéré un brillant théoricien également. Donc, lui, il écrit
et publie le livre qui s'appelle On Sonic Art, donc l'art sonique, ce qui est le synonyme aussi, je crois, de l'art sonore. Et donc, en particulier, il écrit le suivant. Il y a un problème qui me poursuit pendant l'ensemble de ma carrière musicale. C'est que mes créations sont rejetées par les musiciens, par les collègues, puisqu'ils trouvent que ce n'est pas une musique. Donc, à mon avis, l'art sonore et l'art sonique, c'est un terme qui est imposé par ceux qui te rejettent. Donc, si on te refuse le terme de musicien, on doit te trouver une autre dénomination. Donc, grâce à ces termes, on peut continuer notre vie d'artiste. Et donc, c'était en 1981, que j'ai lu la première fois le livre de Trevor Wichard, que je vous recommande d'ailleurs, puisque c'est un livre classique qui peut vous servir de guide et de manuel. Donc, parmi les noms que j'ai mentionnés, Barrett et Cage, comme on peut constater, étaient vraiment des marginaux à leur époque, mais aujourd'hui, ils sont tout à fait mainstream dans le domaine de la musique académique, comparable à Tchekhov dans le domaine de la littérature. Donc, le problème n'était pas leur création concrète, mais les problèmes étaient dus aux différentes conditions sociales, à l'environnement social et sociétal qu'ils avaient à ce moment-là, à la possibilité d'opérer librement les notions et les concepts, à la possibilité d'avancer et de progresser dans leur art. Une situation très similaire est arrivée un peu plus tard. J'ai presque le même âge que Gaëtan et je suppose que le début de notre carrière d'artiste sonore a eu lieu au moment similaire. Et donc, la réalité russe, c'était que l'ensemble des pratiques sonores sont directionnelles, sont spatiales, toute la diversification du son. On a déjà montré une partie au centre de médias. Donc, la composition sonore, tout ça, n'avait pas de terme englobant, de terme général. Et ceci engendrait le phénomène où, en fait, l'ensemble de ces pratiques soit n'était pas compris, soit n'était pas bien interprété. Donc, parfois, c'était pris pour quelque chose d'autre. On disait, c'est pas la musique, ce sont des effets sonores. C'est pas la musique, c'est un autre genre. Vous êtes des DJ. Quoique, en fait, la seule chose qui est commune entre nous et les DJ, c'est l'absence des instruments conventionnels et la présence de quelque chose avec des boutons et des manettes au lieu de cela. Où on disait, vous êtes en marge de la musique ou autre chose. Donc, vraiment du non-sens. Tout d'abord, je pensais que ça prendra une semaine de expliquer au public ce que c'était que le sound art. Mais en fait, ça a pris plus de 5 ans. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que depuis 2010 à peu près, l'art sonore est complètement intégré dans le contexte de la réalité artistique russe. Donc, on comprend que les premiers praticiens de cet art étaient des saules convertis en pôles, donc ceux qui persécutaient, ce qui était converti en ceux qui soutenaient. Mais aujourd'hui, au moins, le terme existe. Il y a le département des arts sonores, il y a des jeunes artistes qui pratiquent cet art, qui ont la possibilité de se développer et d'évoluer, ceux dont nous étions privés à notre époque. Et dans ce sens, bon, l'art sonore a une direction. Et ici, je m'approche de mon grand ami Andrei Bartenev. Donc, l'art sonore a une autre connotation. Par exemple, les artistes visuels qui se sont convertis en artistes sonores sont assez nombreux et ils sont assez brillants quand même. Et bien sûr, j'ai des histoires qui sont liées. Je voudrais en parler à Gaëtan et je voulais entendre ses explications sur ce terme, sur la question si c'est un terme résistant ou c'est juste un descriptif du genre au même titre que la sculpture, l'architecture, la performance. Donc, est-ce que ce terme a l'énergie de la résistance ou bien c'est un genre qui est déjà légitime? Et je voudrais vous rappeler des paroles de Pierre Chiffière qui disait « Tout le vivant
est en vie, il accumule sa propre essence et une partie nécessaire, indispensable de cette essence, c'est le venom, qui est sans lequel on ne peut pas vivre. Bonjour, bonsoir chers amis, bonsoir Pascal, bonsoir Gaëtan, bonsoir à notre public dans le centre de médias du théâtre Alexandrinsky. Je suis très heureux de vous voir toutes et tous et je vous rappelle que le 15 mai, dans la galerie здесь на Таганке, on montre la performance de Venera Kazarova. Ceci va marquer la clôture de cette exposition et la prochaine exposition sera consacrée au design et au style des années 1980. Et cette exposition nous vient de Saint-Pétersbourg. Ce soir, comme vous voyez, je suis armée de Baby Yoda. Et c'est pas par hasard, parce que si vous vous rappelez, dans le film, il produit très peu de son, mais en fait, ce peu de son attire toujours l'attention de chacun, juste parce qu'ils sont peu nombreux. Et donc, ces miaillements qui sont assez rares, chaque fois, ils arrêtent brusquement le rythme du film entier. Parce qu'en fait, il y a une séquence d'événements, une séquence d'aventures qui se déroule sur l'écran, mais au centre de ces événements, c'est toujours le baby Yoda. Pourquoi le bébé Yoda? Donc, pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que la musique est un élément essentiel pour les artistes de différents genres et beaucoup de chefs-d'œuvre de la culture mondiale avaient ses origines dans les impressions musicales. Et bien sûr, les rythmes sonores qui ne sont perçus que par les artistes, ils font naître en réponse des images dans la tête de l'artiste. Et de l'histoire de la culture française, on connaît beaucoup d'exemples. Picasso, Debussy, Modigliani travaillaient avec des artistes en essayant de reconvertir leurs impressions musicales, les impressions de la musique d'avant-garde qui était très populaire à l'époque. Stravinsky a bien sûr produit une sensation parmi les milieux artistiques français. Et puis, n'oubliez pas l'ensemble de la pléiade de la communauté artistique française qui brillait à cette époque. Et puis, rappelez-vous des premières du compositeur américain qui a créé l'orchestre mécanique, un piano mécanique, je ne me rappelle pas le nom. Il y avait également l'ensemble de klaxons. Et moi, j'ai eu le bonheur, vraiment le bonheur, il y a 8 ans, de voir cette structure en live dans Wolfson Museum. Et c'était extraordinaire, c'était fantastique de pouvoir voir et écouter ce rythme mécanique. Alors, quelle était la fonction de ce rythme? C'était de briser toutes les idées traditionnelles sur l'harmonie. Ça crée des harmonies inhumaines, ça crée des rythmes inhumains. Donc, les pianos mécaniques étaient créés quelque chose que les mains du pianiste ne pouvaient jamais créer. Et ceci était en fait la créature de la fin des années 20. Et Anton a bien dit que le début du XXe siècle a cassé tout un nombre de stéréotypes musicaux, tout en donnant l'impulsion pour la naissance d'une nouvelle théorie musicale. Et donc, notre personnage de ce soir, Gaëtan, il est justement l'adepte de cette nouvelle information musicale et théorique. Et nous, les artistes, devons prendre conscience que, en fait, la musique est très importante pour nous. Et cette cacophonie, cet effet inhabituel, inattendu, elle agit sur certains points dans notre cerveau, certaines zones de notre cerveau. Et le cerveau dit à notre main de travailler contre notre volonté. Donc, notre main commence à obéir à ce que l'on entend. Alors, écoutons attentivement, prenons des notes. Et voilà, enjoy. Bien sûr, poser des questions pour notre audience en ligne. Il y a cette fonction de commentaire en dessous de notre vidéo et pour nos auditeurs en face à face, c'est juste pour lever la main et
vous pourrez poser des questions. Voilà. À vous la parole, Gaëtan. Bonsoir et merci donc à Pascal Stefanski pour son introduction et à l'invitation du Laboratoire des nouveaux médias et de l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Bien sûr, merci à Anton Yachontov pour l'invitation et pour tout le travail préliminaire avec moi et Andrei Barteniev de faire cette discussion avec nous. Donc voilà, déjà pas mal de choses qui ont été dites en introduction. Et oui, il y a des choses qui résonnent beaucoup avec et mon parcours et les choses qui ont mené à cette carrière ou à cette envie en tout cas de faire des arts sonores. Et effectivement, en France également, Anton, il y avait comme ça des cases, des choses quand on a débuté. Et puis surtout quand on était étudiant, c'était peut-être pas la réalité du terrain, mais étudiant, on avait l'impression qu'on nous amenait que vers une façon de faire. Et donc évidemment, c'est en réaction à cette façon de faire que j'ai voulu explorer d'autres choses, parce qu'entre-temps, évidemment, on découvre la musique minimale américaine avec Steve Reich, puis on découvre John Cage et Ligeti et plein d'autres choses qui ne font pas partie du parcours qu'on nous propose. Et pourtant, c'est évidemment des musiques qui m'ont beaucoup ému. Et même la musique électroacoustique, qui deviendra ma pratique principale, était très peu présente, alors que Pierre-Henri et Pierre Schaeffer sont français quand même, et que tout a débuté par chez nous. Donc voilà, effectivement, il y a cette question-là en termes de composition, d'aller vers d'autres choses. Et comme ça a été dit aussi, une forme de curiosité qui, voilà, on n'a qu'une vie, heureusement ou malheureusement, ça je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais intéressé par beaucoup de choses et du coup, à défaut de pouvoir être danseur, metteur en scène et réalisateur, je me suis dit que le son était une très belle chose pour pouvoir travailler avec des danseurs, des réalisateurs et des metteurs en scène de théâtre. Et c'est effectivement ainsi qu'on a créé à quelques-uns qui avaient cette idée-là et qui ne savaient pas trop dans quelle case se mettre à la fin de nos études et tout ça, ce collectif qui s'appelle les Ensembles 2.2 et qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, explore toutes ces curiosités sonores et toutes les interactions du son avec les autres disciplines, les autres objets et bien sûr toutes les personnes qu'on rencontre et qui apportent énormément à ce projet. Voilà. Donc là, je vais vous parler un tout petit peu de la partie composition, et c'est vrai que après je parlerai peut-être un petit peu plus des installations. Donc à partir de là, évidemment, à chaque fois qu'il y a une question, il faut pas hésiter à m'interrompre, parce que l'exercice est un peu particulier, comme vous savez, d'être derrière un écran. On ne sent pas le public, donc je ne saurais pas forcément si quelqu'un a envie de me parler. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je commence. Effectivement, mon principal travail reste la composition. Instrumentale, vocale, bien sûr, mais effectivement, la plupart du temps, avec mixte, donc instruments et électronique ou électroacoustique. Une des choses importantes dans ce que j'essaye de faire, c'est effectivement le field recording, parce que voilà, je travaille beaucoup à partir de cette matière, donc des enregistrements de terrain qui sont faits suivant les projets à différents endroits et qui donnent déjà des contraintes, parce que j'aime bien travailler avec des contraintes, et qui apportent aussi beaucoup d'inspiration, parce que tel son va vous faire penser à quelque chose où il y aura un petit élément rythmique naturel ou une harmonie qui se dégage de ce son, qui vous donnera des idées pour aller vers autre chose. Voilà, et puis surtout, en tout cas pour moi, c'est un très beau support à l'imaginaire, et dès que je réécoute ces enregistrements, ça laisse voguer l'imagination et donne envie d'ajouter des notes.
Alors, il y a eu évidemment plein de projets, mais voilà, qui peuvent aller dans tout type de son. Par exemple, j'avais fait un disque avec que des sons enregistrés en bibliothèque et évidemment, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense parce que les bibliothèques sont supposées silencieuses et en fait, il y a tout un monde sonore qui est présent et qui permet de faire des choses. Voilà. Mais ça permet aussi de travailler un peu la rencontre avec les autres, parce que cet enregistrement, il y a une autre dimension au-delà du field recording, c'est que j'aime aussi bien travailler en direct avec les modifications en temps réel, en performance, et ça, c'est effectivement un outil très pratique pour pouvoir travailler notamment le spectacle vivant et travailler avec des danseurs ou pour faire la musique d'une pièce de théâtre. Les deux choses se croisent aussi par moment, du coup, puisque on a fait, par exemple, avec des danseurs, ils utilisaient des objets en bois dans la scénographie et j'enregistrais en direct les sons de ce qui se passait sur le plateau et la musique se composait à partir de ça, ou de la même manière avec un poète et plasticien qui manipulait des objets, on enregistre en direct ces objets et on crée la musique avec. Le temps réel, cette manipulation en live, donc, permet vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe au plateau et bien sûr de s'adapter au lieu dans lequel on travaille et avec ses contraintes acoustiques. Et donc voilà, ça a amené beaucoup de performances. Je vais en décrire juste une ou deux avant de passer à la suite. Par exemple, en hommage au compositeur Olivier Messiaen, on avait créé une performance où il y a donc un organiste, moi donc à l'électronique et des oiseaux. Et donc le tout des oiseaux, de vrais oiseaux qui sont sonorisés pendant le concert est transformé en direct. Et le concert, donc il y a des pièces de Messiaen, il y a des pièces hommages, et puis à la fin, une grande improvisation entre donc l'organiste, moi-même et les oiseaux. Ça, c'était par exemple une des performances. Une autre, c'était Info sur écoute, ça s'appelle. Et donc, l'idée avec mon collègue Antoine Spindler, c'était d'arriver sur le plateau, de mettre une chaîne d'information en temps réel et les gens donc entendent bien qu'ils sont sur une radio en temps réel et donc de transformer ce flux pour faire la musique du concert. Et en plus, ça croisait un autre intérêt qui est le mien, donc la fabrique de l'information, mais dont je parlerai un peu plus en détail après. Et peut-être un dernier exemple sur ces questions des performances, c'était avec la chorégraphe espagnole Maria Laribot. Ça s'appelle Laughing Hall et elle m'avait demandé, alors c'est pas moi qui ai créé la pièce avec elle, c'était lors d'une reprise, mais en tout cas elle m'avait demandé de reprendre. Donc la performance, en fait, c'est 3 danseuses qui sont habillées en femmes de ménage et qui ramassent des cartons qui sont au sol. Et il y a donc 900 cartons retournés au sol. Et elles vont aller les scotcher sur le mur. Et il y a 2 mots en écriture automatique à chaque fois. Et c'est un travail sur l'aliénation au travail. Ça dure une journée de travail, donc la performance dure 7 heures. Et donc, pendant 7 heures, ces femmes vont ramasser les cartons, les accrocher, et elles doivent le faire en riant parce que, bien sûr, le travail doit être un plaisir. Et donc, pendant ces 7 heures, je reprenais les rires en direct et donc improvisais la musique du spectacle à partir de ces rires. Voilà. Une dernière petite, enfin, quelque chose de très important, mais qui a aussi été effectivement évoqué en introduction, c'est la question de la spatialisation. En fait, c'est pour ça qu'on va plus parler des installations après. Ça s'y prête mieux à cet exercice parce que passer du son, c'est compliqué. On n'a pas forcément les conditions d'écoute. Et effectivement, comme les œuvres peuvent être denses, voilà, elles sont souvent spatialisées en multicanal et multicanal que je vais utiliser plus pour justement le confort d'écoute. Alors l'immersion, c'est très à la mode, mais en tout cas d'être enveloppé par
par le son. Et s'il y a beaucoup d'informations, elles sont plus aérées dans l'espace et donc on a une meilleure écoute, je trouve. Voilà. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très important dans mon travail, d'avoir cette spatialisation sonore. Voilà. Alors, après cette introduction, disons, sur les bases de la création sonore, je vais vous parler plus d'œuvres précises. Et donc, dans tout ce travail voilà, avec les autres artistes, j'ai évidemment rencontré des artistes plasticiens qui faisaient des installations. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler le son des installations avant de moi-même faire mes propres installations. Et donc, la première œuvre dont je voulais parler, c'est une œuvre qui s'appelle Tutti, qui est une œuvre de Zara Punavala. Et cette œuvre, en résumé, l'idée de Zara, c'était de mettre une installation de haut-parleurs qui symbolise une sorte d'orchestre de haut-parleurs, un acousmonium si on veut, et qu'on puisse balader dans cette installation et s'approcher des instruments d'orchestre. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que des haut-parleurs étaient assignés à une famille d'instruments, par exemple le violon ou la clarinette, etc. Et donc, quand vous vous approchez de ce haut-parleur, le haut-parleur vous regardait, vous étiez traqué, donc il va vous suivre, et il va jouer les violons. Et si quelqu'un d'autre, dans le même temps, s'approche du haut-parleur de clarinette, ça va déclencher les clarinettes et ainsi de suite. Et avant de parler donc un peu de cette œuvre, je vous propose de regarder la vidéo 1 qui montre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, effectivement, il y a une partie des haut-parleurs donc, qui sont automatisés, robotisés, et qui vous suivent et vous proposent donc un des pupitres de l'orchestre. Et à l'arrière, il y a ce mur de haut-parleurs qui, lui, n'est pas automatisé et qui propose le bourdon que vous entendez quasiment tout du long. Voilà, comme je disais en introduction, j'aime beaucoup Ligeti ou Chelsea, donc c'est des choses qui reviennent dans mon écriture et passion que nous partageons avec Zara, donc on retrouvait ces éléments. Et l'œuvre s'appelle Tutti parce que, bon, maintenant, elle a 10 ans, l'œuvre, alors c'est plus vraiment un secret, mais quelque part dans l'espace, il y a une toute petite zone et quand vous êtes dans cette zone, tous les haut-parleurs vont se retourner vers vous et jouer donc le tutti d'orchestre. Voilà pour cette œuvre. Alors évidemment, là, on a de la technologie partout, sauf dans le son, pour une fois, puisque c'est des instruments acoustiques, c'est de l'orchestre. Et le travail et la vraie difficulté, c'était évidemment de pouvoir donner l'impression d'orchestre avec seulement 6 musiciens, déjà pour commencer, et bien sûr
quel que soit le moment où on déclenche et quel que soit le pupitre qui se déclenche et quel que soit le nombre de pupitres qui se déclenchent, tout ça doit fonctionner ensemble et toujours proposer une musique cohérente. Voilà. Voilà pour cette œuvre. Et je vais vous parler aussi d'une autre œuvre faite avec quelqu'un d'autre, enfin pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'est Évaporation silencieuse, qui est une œuvre de Nicolas Schneider. Et dans cette œuvre, alors je pense qu'il vaut peut-être montrer la photo en premier lieu. Donc la photo, c'est le fichier numéro 2. Et je vais peut-être parler en même temps que vous voyez la photo. Voilà. Donc cette œuvre du plasticien Nicolas Schneider s'intéresse à une route spécifique qui part de France et qui remonte au nord vers le Luxembourg et l'Allemagne, qui s'appelle la route du sel, et qui en fait était une route où aujourd'hui il y a beaucoup de recherches archéologiques, que c'était une route utilisée par les Celtes, par les Gaulois, pour donc acheminer le sel qui était recueilli à Marsal, donc en France. Et en gros, l'idée, c'est vraiment une œuvre qui s'intéresse à la question du paysage et à la destruction du paysage par l'homme, puisque ça a commencé, je crois, l'exploitation au XIIe siècle. Et bien qu'on n'est pas encore, on est très loin de l'industrialisation et de la globalisation, on avait déjà un impact assez fort. Et on voit que le paysage a été complètement chamboulé par cette exploitation du sel, avec une déforestation intensive et la création assez rapidement d'un canal, parce que en gros, ils avaient complètement détruit la rivière qui leur servait à acheminer le sel. Et donc, ça a été canalisé pour pouvoir transporter ce sel de manière plus effective. Et donc, il y a 3 grands éléments dans ce travail. Il y a les dessins de Nicolas, donc, qui sont, eux, basés sur le paysage, quand il faisait une sorte de safari Internet et il retournait donc sur ces lieux qu'il connaît très bien, puisque c'est sa ville de naissance, mais du coup, par le biais d'un outil numérique. Et il arrêtait l'image à certains endroits parce qu'il y avait des choses particulières. Et donc, il a dessiné à partir de ces captures. Et il y a des éléments de photos, d'éléments archéologiques qu'on voit aussi sur l'image, donc qui sont en couleur. Les dessins sont à l'encre, en noir et blanc. Et enfin, il y a du son qu'on entend au casque avec une technique binaurale, donc pour avoir une spatialisation, une sensation en tout cas de son en 3 dimensions au casque. Et la particularité, si vous voulez, c'est que sur la photo en bas à gauche, on voit un peu au-dessus. Et ce meuble qui sert d'exposition, on va dire, en fait, c'est la route vue du haut. C'est une portion de la route vue du haut. Et donc, sur la photo du haut, vous voyez peut-être sur le mur blanc au fond une petite tache noire. Et en fait, il y en a plusieurs comme ça dans la salle. Ce sont des balises de géolocalisation. Et donc, quand vous vous promeniez autour de l'œuvre, le son s'adaptait à votre position. Et si, par exemple, vous étiez au croisement qui représente le village, la musique que vous entendiez, en fait, était fabriquée avec les sons qui ont été enregistrés réellement à cet endroit-là. Donc, peut-être la cloche de l'église, un passant, des choses comme ça. Et un peu plus loin, des sons, c'est là que j'ai commencé à utiliser l'hydrophone, donc ce microphone qui permet d'enregistrer sous l'eau, puisque la route du sel était finalement surtout un canal, c'était surtout de l'eau. Et donc, on a aussi voulu travailler sur cet aspect-là. Voilà en gros pour cette œuvre et les 2 œuvres dont je voulais un peu parler en préambule de mon travail solo. En tout cas, voilà, c'est de rencontrer tous ces artistes et toutes ces manières de faire qui m'ont donné envie petit à petit aussi de m'approprier le média de l'installation et de travailler sur ces questions, puisque le son, du coup, a un pouvoir, enfin, j'en suis convaincu, assez fort d'immersion et comme le disait Pascal Sliwanski en introduction, de dire quelque chose, de dire avec le son. Et souvent, alors pas toujours, mais
effectivement, la partie plastique du son, dans les arts sonores, ça part d'un objet. Et moi, j'avais envie de réfléchir à partir du son et quel serait l'objet approprié peut-être. Voilà. Donc, à ce moment-là, je travaille sur la fabrication, enfin, je m'intéresse beaucoup à la fabrication de l'information. Et on me demande à un moment une œuvre parce qu'on est en préparation, en tout cas, du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Donc, au moment où on me demande ça, on doit être en 2012 et c'est un musée en France qui prépare une exposition sur cette Première Guerre mondiale. Et donc, le commissaire, sa réflexion, c'est que c'était la première grande guerre médiatique et donc, il voulait inviter un artiste contemporain puisqu'ils allaient faire une exposition, on va dire, classique sur les choses de la Première Guerre mondiale et ils voulaient mettre en regard une œuvre contemporaine sur cette question des médias, de l'information, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé Still Processing, qu'on peut afficher éventuellement pendant que j'en parle. Donc, c'est la photo 3, je crois. Et en tout cas, dans mes premières recherches, donc, je travaillais sur les guerres contemporaines, du coup, puisque c'est ce qui m'intéressait immédiatement et comment on pouvait mettre ça en regard. Et donc, dans les guerres contemporaines, il y a plein de choses qui m'ont interpellé, mais surtout cette manie que nous avons, en tout cas, de mettre des chiffres partout, qui évidemment étaient encore moins fortes à ce moment-là qu'aujourd'hui, où la data a envahi le monde. Et je me demandais assez naïvement, mais d'accord, il y a eu 260 000 morts en Syrie à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est 260 000 ? Et donc, dans l'intimité de mon studio, je fais un petit exercice de code sur un logiciel qui s'appelle MaxMSP. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai programmé et le patch devait me produire une musique très simple qui est faite avec 260 000 notes. Et voilà, ça a duré quelques minutes parce que je l'avais mis un tempo assez rapide pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et ma foi, ça m'a absolument bouleversé. Parce que d'un seul coup, ce chiffre abstrait, ce nombre abstrait et énorme, devenait corporel. Et ça, c'est, à mon avis, une des forces du son, c'est sa corporalité. C'est bien le seul sens dont on ne peut pas se protéger. On n'a pas des paupières aux oreilles, c'est notre système de défense. Et l'oreille à la base, d'un point de vue biologique, et je pense que c'est, du coup, le son pénètre le corps d'une manière assez forte. Et donc, j'ai commencé à travailler à partir de cette idée. Et donc, vous voyez cette œuvre et sur le petit écran qui est au centre, vous êtes invité à choisir sur une carte un endroit. Alors, évidemment, quand on est averti, on va assez vite se rendre compte que les noms sont très évocateurs, Israël, Syrie, Afghanistan, etc. Mais voilà, donc quand vous lancez une séquence et vous allez avoir un son en quadriphonie, donc vous voyez les 4 haut-parleurs, qui est composé d'autant de notes qu'il y a eu de morts à ce jour ou au jour de l'exposition dans le conflit indiqué. Et après, il y a aussi un travail du coup sur la fabrique de l'information. Et une chose qui m'avait frappé quand j'étais enfant, c'était lors de la première guerre en Irak. Du coup, c'est des images qui me sont revenues quand je travaillais à ce moment-là. C'était la guerre spectacle, la guerre. Vous vous souvenez certainement la propagande américaine avec les chasseurs qui faisaient ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Je me souviens très bien d'une image où ils montraient un missile rentrer dans une cheminée d'usine pour montrer à quel point c'était précis. Tout ça en vision nocturne avec des effets d'explosion très beaux. Et moi, j'étais gamin, donc ça m'avait quand même perturbé. Et du coup, ce que vous voyez, ça rappelle ça, et j'ai utilisé vraiment toute cette iconographie de l'information de manière même très brute, très directe. Vous avez un W au sol pour le hautbois, vous avez des impacts rouges, sang, mais bien sûr c'est de la lumière, il n'y a pas l'odeur, on est dans du
on est dans du spectacle. Et ces impacts font 7,72 mm comme le calibre de la Kalachnikov, parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur la question des rebelles, etc., et la Kalachnikov est l'arme la plus utilisée par les rebelles. Mais dans le même temps, je rencontrais un militaire de l'OTAN et qui me disait « Oui, mais nous, on utilise du 5,56, etc. » Et donc, le 5,56 s'est invité aussi sur ces colonnes. Et une des colonnes, au fond, à gauche, n'a que des 7,72 à part une. Et celle-là, c'est presque une forme de boutade, même si le sujet est sérieux, mais ça dit vraiment quelque chose de l'information qu'on nous donne. C'est-à-dire, il y a une seule balle parce que, en tout cas, on essaye de nous faire croire qu'une balle bien logée, Saddam Hussein, Kadhafi ou Ben Laden, résout le problème. Et évidemment, les problèmes étant d'une complexité inouïe, l'information qu'on nous donne à ce moment-là est évidemment assez sommaire. Mais elle poursuit un but. Et donc, voilà, toute cette iconographie. Après, il y a aussi le gris. Vous voyez, c'est le gris des avions français Rafale, qui est censé être la couleur qu'on voit le moins bien de jour comme de nuit, et tout un tas de symboles comme ça. J'avais envie de travailler sur cette symbolique. Et la vidéo, elle, c'était suite à une visite sur un site qui m'avait assez marqué, qui s'appelle Iraqi Body Count. Et Iraqi Body Count, c'est une association qui veut redonner en gros une identité aux morts des conflits en Irak, parce que déjà les estimations sont complètement hallucinantes, tellement politisées que suivant le point de vue, on est entre 250 000, je crois, ou quelque chose comme ça, 200 000, et 2,5 millions de morts. Donc voilà, pour avoir un vrai chiffre, c'est impossible. Et bien sûr, il y a beaucoup d'anonymes, puisque, comme je vous le disais, enfin je crois que je vous l'ai dit, ou c'était au précédent dans le théâtre, il y a aussi les notes, par exemple, graves vont représenter les morts militaires, les notes aiguës vont représenter les civils. Et comme ça, le plus de données que j'arrivais à récolter pouvait me donner les accords plus complexes, etc. Et donc, ça dit aussi quelque chose sans avoir besoin de dire énormément de choses. Quand on va entendre que les notes aiguës, évidemment, il y en a immensément plus que des notes graves, ça raconte tout seul les choses. Et donc, je reviens à mon site de Iraqi Body Count, c'était donc redonner une dignité aux morts anonymes, etc. Et donc, ils essayaient de trouver les noms des gens. Et quand ils ne les avaient pas, ils mettaient ce qu'ils savaient. Donc, le boulanger de tel village, la femme du facteur de tel village. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais trouvé très bouleversant. Et donc, cette vidéo est fabriquée sur cette idée qu'en fait, les personnes ont des liens directs, indirects, francs ou non, mais en tout cas que toutes ces personnes sont liées. Et donc, vous voyez ces lignes et ces points. Voilà. Et ça m'a vraiment conforté donc, dans cette idée de ce travail, parce qu'on y découvre, enfin dans ce sujet aussi de la fabrication de l'information, parce qu'on y découvre plein de choses sur évidemment ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'utilisation des chiffres en fonction de l'idéologie, de l'ambition politique ou du but de la personne qui communique, et aussi on se rend compte que la guerre au Soudan n'était toujours pas finie, alors qu'on m'en parlait quand j'étais gamin et on n'en parlait plus. Et puis, le conflit indo-pakistanais et un tas d'autres conflits, alors que d'autres conflits restent, comme le conflit israélo-palestinien, restent permanent. On en parle depuis que je suis petit, on en parle toujours, etc. Et donc, essayer de comprendre pourquoi. Mais ça, c'est vraiment, par contre, de la curiosité personnelle. Dans mon travail, je reste sur cette chose de la donnée brute et de la corporalisation par le son. Et après, évidemment, à chacun d'en faire ce qu'il veut. Et du coup, cette œuvre, elle est on va dire, c'est une sorte de diptyque, puisque j'ai ensuite créé une autre installation qui s'appelle Lorette, dont j'ai eu l'idée en fait à ce moment-là, puisque dans le musée où c'était exposé, comme je disais, il y avait une exposition sur la Première Guerre mondiale, et donc il y avait une partie un peu plus classique avec des cartes d'époque, des tenues de militaires, et le musée donc à Saint-Dié dans les Vosges a une
très grande collection de douilles d'obus de la Première Guerre mondiale. Et donc, ils avaient fait une scénographie avec ces douilles d'obus. Et je disais donc à la directrice que j'avais très envie de mettre des percuteurs et de faire un grand instrument à percussion avec ces douilles d'obus, mais évidemment, on n'avait plus vraiment le temps. Et elle avait aimé l'idée, donc elle m'avait demandé de faire quelque chose, et j'ai fait juste quelque chose de rapide avant de faire Lorette pour le vernissage de Steel Processing. J'ai mis un petit dispositif sonore dans la scénographie des obus, et qui donnait les 18,6 millions de morts qu'il y a eu dans la Première Guerre mondiale, dans le temps de l'exposition qui durait 5 mois à peu près. Et donc, ça donnait quelque chose comme quelque chose à cette vitesse-là à peu près. Et pareil, ça a été très fort pour les gens qui étaient là au vernissage, puisque on est là 1 heure, on est là 2 heures, on est là 3 heures, et puis ça tourne. Mais là où ça a été encore beaucoup plus fort, c'est pour le personnel du musée, encore plus que pour moi. Et pour moi, puisque par exemple, 1 mois plus tard, je suis revenu pour faire un workshop ou une conférence. Ça faisait toujours voilà. Et 2 mois plus tard, une performance de poésie, et quand j'entre dans la salle, ça continuait à tourner. Et donc, ça donnait ce gigantisme, c'est vraiment cette immensité du chiffre. Et donc, j'ai voulu après en faire une installation. Et cette installation, c'est Lorette. Et donc, Lorette, c'est effectivement une œuvre où des obus, des douilles d'obus de la Première Guerre mondiale authentiques sont percutés. Donc, je vais peut-être laisser mettre la vidéo, s'il vous plaît, la vidéo numéro 4, pour que vous ayez un premier aperçu. Œuvre-là, à l'endroit où vous l'avez vu en tout cas, et donc à la vitesse où vous l'entendez, il y a 11 percuteurs. Il faudra 80 jours, quasiment 24 heures sur 24, pour atteindre le 18,6 millions, qui est donc la somme totale des morts militaires et civils de la Première Guerre mondiale. Et en fait, du coup, celle-ci a été donc inaugurée pour le centenaire de la fin de la guerre, donc en 18. Et l'idée, c'est que du coup, ça prend quand même la forme presque d'un monument aux morts. Et donc, j'ai aussi travaillé sur cette idée. Il y a toute une tradition, ça représente la plus petite portion, mais dans les monuments aux morts, il y a toute une tradition de monuments pacifistes
puisque évidemment, je n'avais pas très envie d'être dans l'information guerrière, dans le à nos morts, à nos héros, etc. Et donc, ça reprend cette idée de simplement la date de fin, puisque c'est la meilleure date a priori. Et donc, vous avez 11 douilles d'obus sur 11 socles, donc le 11 novembre. Et également l'obus qui forme le 1 en chiffre romain et le socle qui ressemble à un X. Voilà, ça, c'était pas voulu, pour être honnête. C'est un spectateur qui m'avait fait remarquer ça. Et en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était vraiment aussi cette idée de l'information, puisque la Première Guerre mondiale, on a une propagande hallucinante sur le soldat qui part la fleur au fusil pour tuer le méchant allemand, etc. On imagine bien aujourd'hui que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Et du coup, sur la stèle centrale, j'ai mis les paroles d'une chanson qui s'appelle la chanson de Lorette, d'où le titre de l'œuvre. Et donc, c'est en fait une chanson qui a été écrite par les soldats, par les poilus, dont la plus ancienne version a été déjà retrouvée écrite en 1915, au moment justement de la bataille du plateau de Lorette. Et c'est en gros des soldats qui disent qu'ils vont arrêter, qu'ils vont faire la grève, puisque ils servent de chair à canon pour des intérêts économiques supérieurs, et que, en gros, si vous, messieurs les riches, vous avez envie de la faire, ben, vous n'avez qu'à la faire vous-même. C'est à peu près ça que ça dit. Et c'est une chanson qui a ensuite été reprise à Verdun, à Craonne et dans toutes les grandes batailles, et qui est d'ailleurs plus connue sous le titre de la chanson de Craonne en France. Et donc, voilà, je voulais que ce soit les mots des soldats eux-mêmes qui soient affichés plutôt que leur nom ou un quelconque hommage qui participe à la fabrication de l'information. Voilà, en tout cas, pour ce diptyque d'œuvres sur le fait guerrier. Voilà. En parallèle, j'ai du coup aussi travaillé une série d'installations sur l'impact social et environnemental. Alors là, ce sera plus précisément environnemental de nos actes et de nos comportements. Et donc, la première de cette série, c'était Scintillement, que ceux qui sont au New Media Lab ont entendu tout à l'heure. Donc, c'est une création sonore d'environ 12 minutes qui est fabriquée à partir de field recording que j'ai réalisé dans les Alpes en France sur différents glaciers, et en Islande donc au bas de Vatnajökull, qui est un des plus grands glaciers d'Europe, et où du coup la fonte fait qu'il y a le bassin glaciaire qui recueille des icebergs qui vont ensuite vers la mer, donc liés à la fonte des glaces. Donc j'ai enregistré ces sons-là, et en fait il y a vraiment une manière d'entendre la fonte des glaces, puisque par exemple près d'un iceberg, vous allez entendre des petits crépitements, qui sont en fait l'air qui se libère quand ils fond, puisqu'il y a beaucoup de bulles d'air, de poches d'air dans les icebergs. Et donc, plus ce son est rapide, plus l'iceberg fond rapidement. Et bien sûr, dans les glaciers de montagne, vous avez les chutes de sérac, l'eau de fonte, les craquements, etc. Donc, il y a tout un univers sonore de la fonte des glaces. Et donc, à partir de là, j'ai créé donc cette œuvre sonore qui commence donc très naturaliste et qui après part petit à petit avec les traitements vers une musique qui est composée à partir de ces sons exclusivement. Et l'œuvre est également lumineuse, et donc il y a des flashs installés dans la pénombre, et donc ces flashs vont émettre une lumière à chaque fois que les glaciers de la Terre, donc les glaciers des pôles, Inlandsis compris, et les glaciers des montagnes vont perdre définitivement le volume de glace équivalent au volume de la pièce dans laquelle l'œuvre est exposée. Et donc, j'insiste sur le définitivement, parce qu'évidemment, en été, les glaciers fondent, et puis après, il reneige en hiver, et donc ça revient. C'est pas ça le chiffre, c'est vraiment le déficit final, c'est-à-dire d'année en année, ce qui ne reviendra pas.
Et actuellement, le rythme, c'est quelque chose comme 23 millions de litres à la seconde. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de flashs. Pour ceux qui ont pu l'expérimenter, ils voient à peu près. Et là, je propose de voir une vidéo et vous verrez, ça a été pris donc, dans un lieu en France. Et à la toute fin, on voit une photo où on peut se faire une idée du volume. C'est une salle de concert, moyenne salle de concert, qui fait quelque chose comme 1800 mètres cubes. Voilà. Et donc, on peut passer la vidéo numéro 5, je crois. S'il vous plaît. Et dans cette œuvre, il y a aussi vraiment tout un travail sur la spécialisation et en fonction des lieux, il existe différentes versions qui vont du binaural au casque, à la quadriphonie, l'octophonie. Et dans la salle que vous avez vue sur la vidéo, là, on avait 22 enceintes et donc vous avez vraiment vous êtes sur un glacier qui frotte, vous avez vraiment cette sensation très physique de la fonte des glaces et voilà, ce phénomène particulier. Et donc, dans cette série d'installations, j'ai ensuite travaillé sur une œuvre qui s'appelle Ennapolis. Alors d'abord, c'était un travail collectif, donc avec les ensembles de points 2 notamment, on réfléchissait aux choses de la ville de demain. Et donc, il y a eu pas mal de projets qui ont été faits, notamment un travelling géant de ville, une sorte de ville infinie, ou des maquettes, des choses en 3D sur la ville de demain, beaucoup de tables rondes et des choses comme ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que la ville est aussi un bouclier, c'est une forme de protection, c'est un environnement qu'on maîtrise et qu'on connaît. Et parce que je suis très intéressé par les travaux d'un géonome français qui s'appelle François Terrasson. Et François Terrasson, dans son grande œuvre, c'était vraiment basé sur une question toute simple, c'était pourquoi l'homme détruit la nature? La question évidente, enfin simple certes, mais qui appelait à un grand travail. Et donc il travaillait en tant que chercheur au Muséum d'histoire naturelle et il a passé une grande partie de sa carrière à essayer de répondre à cette question en tentant beaucoup d'expériences et dont des expériences où il prenait par exemple une dizaine de personnes. À chaque personne, il donnait voilà, de quoi manger, de quoi boire et de quoi avoir chaud et il les amenait isolément chacune dans un endroit de la forêt pour passer la nuit seul. Et il allait amener quelqu'un d'autre bien plus loin et ainsi de suite. Et le lendemain, ils se retrouvaient tous pour discuter de l'expérience, etc. Et évidemment, dans 99,99% des cas, les gens avaient très mal dormi à cause de la peur, etc. Et donc, il a commencé à travailler sur cette idée de pourquoi on détruit la nature, pour s'en protéger, parce qu'elle nous terrorise. Et c'est une idée qui m'a beaucoup interpellé, parce que effectivement, beaucoup de nos comportements pourraient s'analyser par cet angle-là, que ce soit l'artificialisation, puisque du coup, on crée des environnements
totalement maîtrisé, où on peut maîtriser la température, etc. Dans notre science-fiction, on est même allé bien plus loin. Dans un roman de René Barjavel, par exemple, on peut même choisir la température extérieure, mais dans un lointain futur, ou des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment une pensée comme ça humaine de la maîtrise des éléments, de la maîtrise de son environnement. Et une des idées contemporaines qui me paraît la plus significative là-dedans, c'est des projets d'architecture qui sont des projets d'immeubles monde, on va dire, c'est-à-dire des immeubles qui vous permettent de naître et de mourir et de passer toute votre vie dans l'immeuble sans jamais en sortir. Donc, vous avez tout à l'intérieur. Alors, vous n'êtes pas interdit de sortie, évidemment, mais vous pourriez ne jamais en sortir sans que ça pose le moindre problème. Et donc, l'œuvre dont vous allez voir un tout petit extrait met en scénographie cette idée. Et donc, vous avez un carré au sol de 2 mètres sur 2. Vous allez entendre un tout petit extrait d'une pièce écrite pour marteau-piqueur. Et à chaque impact de marteau-piqueur, donc, on aura artificialisé ces 4 mètres carrés dans le monde. Et alors là, vous entendez un tout petit extrait, mais en fait, ça fluctue parce que j'avais travaillé sur les différentes zones dans le monde où, évidemment, l'urbanisation ne va pas à la même vitesse, ou même les différentes saisons. Et donc, ça fluctue, c'est plus ou moins lent, plus ou moins rapide. Là, dans l'extrait que vous allez entendre, on est dans une moyenne. On est autour de 12 mètres carrés secondes, ce qui est à peu près ce qui se passe en France, par exemple, et dans la plupart des pays occidentaux. Voilà, et au centre, vous avez 2 immeubles mondes que j'ai imaginés, qui sont faits en céramique, voilà, qui sont placés au centre. Donc, on peut passer la vidéo numéro 6, s'il vous plaît. Voilà, pour Ennapolis, et donc le son des marteaux-piqueurs, vous l'entendez au casque à l'approche de l'œuvre. Et donc ça, c'est les 2, donc Saint-Imant et Ennapolis, c'est les 2 premières œuvres d'une série de 5 qui est en préparation. Et peut-être que je m'intéresserai à autre chose ensuite, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, en juin, là, je suis en train de mettre le vernis sur des sculptures, sur un ensemble de 3 sculptures de plus de 5 mètres, où je m'intéresse du coup à l'environnement marin et aussi à du coup l'impact qu'on a sur celui-ci, et aussi cette idée de la rétroaction, c'est-à-dire que là par exemple, si on attaque une certaine espèce qu'on fait disparaître parce qu'on est dans une exploitation abusive, c'est déjà un effet, évidemment, qui est important, mais ce qui est très intéressant, c'est la rétroaction, c'est-à-dire ce que la disparition de cette espèce va créer sur le reste de l'environnement et ce que les changements dans le reste de l'environnement vont changer sur la suite, et ainsi de suite. Et donc, cet emballement ou en tout cas, voilà, ces boucles de rétroaction, c'est très intéressant parce que c'est précisément la partie qu'on ne maîtrise pas. Et donc, qui échappe à notre volonté de contrôle. L'œuvre suivante, ce sera autour de la déforestation. Donc en septembre, là, ce sera une sculpture, un arbre d'à peu près 4 mètres de haut, qui utilisera aussi un procédé de sonification dans un parc pour qu'on appréhende, comme dans les œuvres que vous avez vues précédemment, l'ampleur de la déforestation, la vitesse, etc.
Et la dernière des 5, ce sera pour une exposition en intérieur, ce sera des petits objets. Ça s'appellera signaux faibles, et du coup sur les signaux faibles justement de notre impact, et une sorte de symphonie de données où chaque objet sera sonifié, et que les 20 objets ensemble créeront une forme de symphonie de la sonification. Symphonie sonifiée, pardon. Voilà pour cette série d'installations. Et j'envisageais, après vous me dites, hein, mais j'envisageais encore de dire un petit mot sur le travail avec le téléphone et l'espace public. Voilà, mais si vous voulez interrompre maintenant, ou si vous préférez que je termine cette partie et qu'on discute après, c'est comme vous le souhaitez. Нет, совершенно не хочется вас Non, on ne veut pas vous interrompre. C'est vraiment très intéressant de vous écouter. Pour moi, je suis en train de vous écouter, Gaëtan, et oui, je comprends combien elle est riche, cette sphère des possibles, des liens possibles et de rétroaction aussi, parce que Maxime SP, ceux qui connaissent cette programmation visuelle, les chiffres, le texte, donc ça peut en fait être commuté différemment, tout ça, et moi, j'aimerais continuer à vous écouter. La seule chose est que, oui, je tiens à vous rappeler que, oui, on a quand même cette possibilité de poser des questions, donc s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Et on va poser ces questions pendant les 18 minutes qui restent. En fait, je tiens à m'adresser à André Martinev pour savoir ses sensations par rapport à ce qu'on est en train d'écouter. Malheureusement, c'est très peu ce qu'on peut écouter. Moi, je tiens à dire ça parce que c'est vrai qu'on voit une certaine évolution de la culture musicale, et il est vrai que c'est très curieux pour nous de voir cette rencontre entre cette culture musicale et les problèmes sociaux. Et les projets qui ont été présentés, il est vrai qu'ils sont parmi des manifestations sociales et culturelles, écologiques, environnementales, parce que si les manifestants, par exemple, ils sortent dans la rue, ils font une révolution, là, on voit que cette révolution se produit, ou du moins ces objectifs idéologiques sont exécutés sous forme d'installations musicales. Et en fait, cet exemple m'intéresse beaucoup. Mais là, j'ai une question. D'un côté, quelle est l'audience? En fait, est-ce qu'elle est nombreuse, cette audience? Et est-ce qu'il y a une réaction de cette audience, des gens qui ont écouté, qui ont subi cette sonorité? Et quel est, en fait, l'objectif? Quel résultat doit, en fait, amener ce message? Il est clair que notre héros, pour le moment, il a un ensemble de problèmes qui sont comme l'épée de Damoclès, qui sont en-dessus de lui. Et donc, comment l'artiste doit résoudre ça avec l'instrument qu'il maîtrise de manière universelle? J'ai adoré tous les projets parce que, en fait, cette image même de la Première Guerre mondiale et la fonte des glaces, c'est très intéressant. Et surtout la déforestation qui est affreuse, qui se produit sur toute notre planète, sur l'ensemble de notre planète. Tout cela doit aboutir, à une très mauvaise issue, un résultat vraiment catastrophique. Donc, c'est quoi que l'artiste essaie, quel genre de contre-mesure essaie l'artiste d'appeler?
Parce que moi, j'ai vu, par exemple, l'installation sur la fonte des glaces. Qu'est-ce qui se produit après? Je viens chez moi, je commence à économiser l'eau de robinet, je commence à trier les déchets. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir dans les rues et déclarer arrêtez les usines parce qu'il y a les glaces qui fondent, arrêtez vos ordinateurs, arrêtez vos moteurs, parce que même les ordinateurs, c'est la source de réchauffement. Et il est vrai que la fonte des glaces influence le climat en général. Moi, par exemple, cette année, je l'ai passé en Espagne à cause du coronavirus. Et en Espagne, jamais, surtout dans la région où j'habite maintenant, il y a eu tant de pluie que maintenant. Et en fait, c'est le résultat de la fonte des glaces parce que l'eau douce, elle est plus légère par rapport à l'eau de l'océan. Elle s'évapore plus rapidement. Il y a plus de nuages porteuses de pluie, donc il y a plus de précipitations. Et ça, c'est la liaison directe, le lien direct. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ce premier pas, il est magnifique. C'est l'art qui en parle. Mais qu'est-ce que les spectateurs, les auditeurs doivent-ils faire? Alors, oui, euh, alors bon, effectivement, il y a des gens qui assistent, qui ont des réactions très différentes, hein, ça va dépendre des personnes. Mais il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir. C'est que vraiment, je crois pas que le rôle de l'artiste soit de résoudre. C'est même, alors je sais pas, mais je sais que politiquement en France, on fait souvent appel à des artistes pour une résidence ou des choses comme ça pour résoudre tel ou tel problème. Et je pense que c'est absolument pas notre travail. Que c'est même là, je sors du rôle d'artiste, mais voilà, pour des personnes qui sont dans des grandes difficultés, etc. Ils ont certainement besoin d'une autre expertise pour leurs problèmes. Ils ont bien sûr besoin aussi d'art comme tout le monde et on leur euh, fournit avec grand plaisir, mais en tout cas, ce n'est pas la question pour moi de résoudre. Et à l'échelle de l'environnement ou encore plus des guerres, c'est pas ça qui est, enfin pour moi en tout cas, qui a motivé ces choses-là, c'est vraiment cette idée de fabriquer comment on nous fabrique l'information. Et donc, c'est là-dessus que je travaille, c'est que l'art, il peut servir à ressentir cette chose, à la corporaliser et peut-être aussi à pointer du doigt, parce que sur certaines œuvres, j'ai une démarche très brute, très simple, très naïve, peut-être même sur certains aspects, parce que on met beaucoup de discours autour d'une réalité qui est toute simple, quoi. Je me souviens que la nuit où j'ai parlé avec ce militaire, un haut gradé des forces spéciales, donc qui va sur le terrain, qui voit des choses évidemment que je n'envisage même pas. Il m'a dit, quand on s'est quitté très très tard, enfin ou très tôt le matin, il m'a dit, tu as raison, finalement la seule chose qui compte, la seule chose qui reste, voilà, c'est les morts. Voilà, quand on est parti. Et donc, moi, c'est vraiment cette question qui m'obsède, c'est de revenir à l'essence, à la chose peut-être simple et que tout le discours autour va noyer. Parce que si on est dans tel ou tel camp, si on est de telle ou telle idéologie, si on a envie de faire telle ou telle chose, on va utiliser ces données ou ce discours d'une certaine manière. Et effectivement, on dit bien, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette chose du ressenti. Je crois que la puissance peut-être de l'art, ou là où on peut être vraiment fort, c'est sur ces questions de ressentir. Après, je ne me poserai pas en moralisateur ou à expliquer à tout à chacun ce qu'il doit faire. Ça, c'est son libre chemin. Après, s'il reçoit l'information et qu'elle ne lui fait rien, elle ne lui fait rien. Si elle le bouleverse et que ça lui fait quelque chose, eh ben, ce sera à lui de décider ce qu'il veut, voilà, ce qu'il veut en faire. Est-ce que ça répond à votre question? Ну, вопрос в медиацентре. Donc, il y a une question dans le centre des médias, des nouveaux médias. Что там нет вопроса, да, может быть, я тогда продолжу
est-ce que je peux, s'il n'y a pas de questions, moi je peux continuer notre discours. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette œuvre avec ses marteaux en caoutchouc, avec ses supports dynamiques, comme si c'était des militaires qui marchent. Moi, j'ai aimé l'œuvre de Otto Dix qui ont été créées après la Première Guerre mondiale, quand il a dessiné les handicapés sans jambes, sans rien, et quand il s'est approché de la mécanique bio, parce que l'homme, ce n'est pas un canon, mais c'est une arme biologique qu'on peut en fait remonter ces armes et c'est devenu l'un des sujets clés de dadaïsme après la Première Guerre mondiale. Déjà, cette mécanicité biologique de tout. Et donc, si on touche à la culture musicale de cette période, après la Première Guerre mondiale, la musique, en fait, elle a subi des changements également. Et le son, on a ajouté, en fait, des dissonances, de la brutalité qui sont restées pour toujours dans cette culture après Shostakovich, qui va utiliser cela de manière très puissante quand il a décrit Leningrad en blocus dans son œuvre. Et donc, je me suis posé la question sur ce que l'artiste doit demander ou ce qu'il doit répondre. Je crois que les artistes sont des alchimistes qui essaient de faire de l'or à partir des métaux. En plus, nous, on est à l'avant-garde de la guerre pour l'humanisme. Et je crois que chacun sur notre front, on cherche cette recette magique, cette prescription magique. Comment transformer les problèmes en réponse? Comment trouver une solution pour l'ensemble de l'humanité pour éviter la catastrophe finale vers laquelle on se dirige maintenant? Comment arrêter la déforestation? Comment arrêter la fonte des glaciers? Et peut-être chacun de nous attire l'attention à cette problématique et chacun à notre manière. On peut attirer l'attention de tous, même des militaires qui disent que le plus important, ce sont les morts qui restent sur le champ de combat. D'ailleurs, dans notre pays, il y a eu une grande tragédie hier qui est à l'échelle d'une catastrophe humanitaire aussi. Quand un être humain vient dans une école pour tirer sur les enfants. Ceci est inimaginable, inconcevable, absolument. Alors, comment est-ce qu'on doit travailler? Comment on doit soutenir cette atmosphère de l'humanisme omniprésent pour que ce genre d'acte soit inadmissible, pour que dans la conscience de l'humanité, il n'y ait plus de place pour ces actions, pour ces actes anti-humanistes? Alors, par quoi est-ce qu'on doit remplir l'âme de cette humanité? Qu'est-ce qu'on doit leur chanter? Des chansons sur les fées, les papillons, les fleurs, les cygnes dans un lac. Qu'est-ce qu'on doit donner à cette humanité, nous, les artistes, pour que cette humanité ne trouve plus le temps de faire tout ceci, pour qu'il ne trouve plus le temps même de penser qu'on peut tuer quelqu'un, que les humains peuvent tuer d'autres humains. Comment on peut éviter les guerres, la déforestation, etc. Moi, je considère les arbres comme des êtres vivants et je crois que c'est un sacrilège de tuer des plantes. Moi, j'ai un petit jardin sur ma terrasse et il y a toujours des mauvaises herbes au milieu de mes plantes. Et bien sûr, c'est pas bien pour les plantes cultivées. Normalement, j'arrache ces mauvaises herbes. Mais si ces mauvaises herbes sont déjà en fleurs, je recueille les semences et ensuite je les porte vers les prés et ensuite je plante ces semences là-bas parce que là, il n'y a pas le partenaire méchant qui les arracherait de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on doit donner à l'humanité pour changer les mécanismes de cognition, les mécanismes de pensée? Comment, à travers la pensée, on peut changer les actes des humains? C'est pour ça que c'est important pour moi de surveiller à travers ce genre de création musicale
C'était donc très intéressant de surveiller comment on arrive à résoudre les problèmes globaux, comment on arrive à poser les questions globales. Bon, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Vous pouvez la commenter ou ne pas la commenter comme vous voulez. Non, mais oui, oui, Mais pour notre public, je peux juste dire, regardez à quel point vous atteignez la perfection par les différentes techniques sonores. À quel point vous pouvez commencer les manifestations juste avec le son. C'est une sorte de manifestation sonore. Et nous avons une autre question, en fait, de la part du centre de médias. Et nous avons 5 minutes avant la fin. On vous entend pas? Centre média, maintenant, oui, on vous entend. J'avais la question sur l'utilisation du temps et de l'espace dans vos créations. J'ai eu l'impression que vous aviez une attitude très intéressante envers ces deux concepts et je voulais poser la question sur les différences d'utilisation de l'espace-temps dans les créations où vous enregistrez les sons en temps réel et les créations qui sont par exemple consacrées à la Première Guerre mondiale où vous construisez vous-même cet univers sonore. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Oui, c'est déjà la première différence entre la partie où c'est pris en temps réel et la partie où c'est une installation ou une œuvre sur support, c'est le studio. Le studio, c'est tout à fait un autre rapport au temps. On est enfin, surtout quand on est un peu obsessionnel comme moi, dans les micro-détails, dans les transitions, voilà, on va chercher ce qui est évidemment moins facile en temps réel. Et du coup, le temps réel, on va être plus dans l'instinctif, dans la réaction immédiate à ce qui se passe. Et on va plus, c'est aussi moins maîtrisé, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut nous amener dans des espaces et des temps ou dans un espace-temps qui est pas usuel. Je parlais par exemple de cette performance avec Marielle Haribot où on improvise pendant 7 heures. Alors pendant 1 heure au début, on a nos petites habitudes. Après, pendant 1 heure, on sort les bottes secrètes. Et après, pendant 5 heures, on est totalement ailleurs. Et il faut du coup gérer ça d'une manière très, très directe, très instinctive. Et c'est très intéressant aussi comme expérience personnelle puisque ça vous amène dans un ailleurs dans lequel vous n'êtes pas habitué à naviguer. Et voilà. Et après, pour l'espace, le temps, de toute façon, c'est le moteur de la musique, c'est l'ingrédient principal, puisque la musique, c'est mettre du son sur une ligne de temps, en quelque sorte, quoi. Donc, c'est vrai, le temps, voilà, le temps, c'est vraiment un des aspects principaux. L'espace, c'est un peu moins usuel, même si la deuxième moitié du XXe siècle et évidemment le XXIe siècle a très largement répandu le travail sur l'espace et le son, mais c'est effectivement un des grands changements. Quand je donnais cours au conservatoire, par exemple, dans les cours d'introduction, on parle toujours des 4 caractéristiques du son qui sont la hauteur, la durée, l'intensité, le timbre. Et c'est vrai qu'on ajoute maintenant très souvent la localisation parce que c'est devenu quelque chose de très important dans le langage contemporain depuis au moins la création électroacoustique. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Bon, Gaëtan, merci beaucoup pour votre excellente présentation. Merci beaucoup, André, pour la mise en contexte des créations de Gaëtan. Bonjour ou bonsoir au centre de médias. Bonsoir à l'Institut français. Bonne soirée. Ensuite, on se voit dans 1 semaine, puis dans 2 semaines, puis dans 3 semaines, puis dans 4 semaines. Très bien. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Regardez-nous, suivez-nous. Venez dans notre galerie, dans le centre de médias et ne manquez pas les événements de l'Institut français. Profitez des artistes contemporains merveilleux.
bonne et belle soirée à tous et à toutes. Salut. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée.